Donc, merci d'être ici. Nous avons en fait décidé pour cette présentation de faire une table ronde. Et donc, on va suivre le cours de la discussion. Mais je vais peut-être lancer, si vous voulez bien, en demandant à Yannick d'expliquer un petit peu le titre « Rêver le futur, l'inconsciente politique et les science-fiction ». Alors, le titre, en effet, est un clin d'œil à un grand théoricien de la théorie littéraire et culturelle qui s'appelle Fredric Jameson, qui avait sorti au début des années 80 un livre qui s'appelait The Political Inconscience, dans lequel il défend l'idée, il essaie d'abord de reconstruire, de construire et de reconstruire une théorie de l'interprétation. Et ce qu'il défend surtout, c'est l'idée d'une interprétation politique des œuvres littéraires et culturelles. Donc en considérant que ces œuvres sont des moments, des espaces de manifestation, de traduction, d'expression, voire de condensation, voire même de refoulement, d'aspects politiques, de tensions qui traversent nos sociétés. Alors, on y reviendra, c'est particulièrement le cas avec Blade Runner, qu'on aurait pu intituler, non pas Rêver le futur, mais Cauchemarder le futur. Si on poursuit l'interprétation de Fred Jameson, le film est une forme de manifestation, de condensation de l'esprit d'un capitalisme tardif, avec toute une série de thématiques techniques, économiques, sociales, culturelles, qu'on aura l'occasion de développer, mais qui, pour le coup, manifestent à la fois l'expression d'anxiété qui commence à se développer à l'époque, mais aussi des formes de refoulement. Puisque ce qu'essaye de montrer Jameson dans son œuvre, c'est la disparition de l'utopie. Et en fait, le seul imaginaire qui nous reste, c'est majoritairement un imaginaire catastrophique. Et pour le coup, le film en est un très bel exemple, avec toutes les formes d'anxiété qui commencent à percer dans les années 80 et que nous subissons encore largement aujourd'hui. Voilà. Pour avancer la discussion. Très bien. Et en fait, on voit que ça suit assez bien de ce que Alan vient de nous parler. En fait, comment est-ce qu'on peut lier la science-fiction avec l'utopie, étant qu'il nous montre une technologie prédatoriale, ces puissances économiques qui écrasent les masses, etc. Ça dépend. Moi, ce que j'essaie de montrer dans mes travaux, c'est que l'utopie ou la dystopie sont des questions de point de vue, en fait. Et pour certains acteurs qu'on voit dans le film, ce monde est tout à fait, peut-être pas utopique, mais en tout cas, ils y tirent un certain avantage. À commencer par Tyrell, à commencer par ceux qui bénéficient des technologies. Donc, l'utopie ou la dystopie sont en fait dépendantes de la position des acteurs dans ces mondes. On reviendra peut-être sur le cyberpunk, puisque le film anticipe un petit peu l'univers et l'imaginaire cyberpunk. Le cyberpunk est une utopie pour les riches, puisqu'ils bénéficient à fond des nouvelles technologies, leur condition économique est largement favorable, voire ils s'expatrient en orbite pour profiter du maximum d'avantages du monde dans lequel ils sont. Et la dystopie qui reste, elle est majoritairement pour la population pauvre, qui, elle, bénéficie aussi, dans une certaine mesure, des technologies, mais pas pour son bien, mais parce qu'elle est obligée d'y recourir pour s'y adapter. Du coup, j'ai un peu perdu le fil de la question initiale. On était juste en train de parler d'utopie et comment il est possible qu'un genre qui est souvent si dystopique peut être lié à... Voilà, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, on peut voir dans Blade Runner une forme de préfiguration d'un certain nombre d'idées transhumanistes. Et le transhumanisme prétend aussi à la reconstruction d'une forme d'utopie. Oui. Le fait qu'un certain nombre de tâches qui étaient auparavant avilissantes pour les humains, qu'elles soient confiées à d'autres catégories de population, peut être interprété comme une forme d'utopie. Sauf que pour le coup, la nouvelle catégorie d'esclaves ne vit pas forcément la même atmosphère utopique que les autres individus. Pour l'historique, il faut dire que Vincent était l'une des premières personnes à qui j'ai parlé à cette idée de faire un colloque sur Blade Runner. Elle était tout de suite partant. Et en fait, c'était après, on avait vu avec des élèves un film qui est sorti la même année, qui était Vidéodrome, de David Cronenberg, où il traite effectivement ce sujet de la représentation. Là, on est au-delà de deepfake, c'est vraiment, on est dans un monde dickien où il est difficile de discerner les simulacres du réel. Et donc, Vincent, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans Blade Runner, dans cette question de représentation politique ? De manière générale,
évidemment, je suis moins spécialiste que Yannick Rumpala et que Sylvie Allouche de ces questions de la science-fiction. Et d'ailleurs, je fais la publicité pour le livre de mon camarade. Vraiment, c'est un livre extraordinaire, Cyberpunk Not Dead. J'ai vraiment beaucoup apprécié parce que il s'interroge dans son introduction, Yannick, sur l'idée que les récits d'anticipation qui a été ceux des années 70 et 80, dans des films notamment, comme Vidéodrome et comme Blade Runner, bien sûr, serait devenu notre réalité contemporaine, c'est-à-dire que les logiques de capitalisme avancé, de privation, de liberté, de rapt de nos données, d'enfermement dans des formes dans des formes d'apocalypse écologique dans lesquelles, voilà, on voit qu'on est dans une époque où on est en train d'entrer dans ces dimensions-là. Moi, ce qui m'intéressait, c'était comment expliquer que face au fait qu'une partie de ces récits d'anticipation semble être notre réalité, mais j'en discuterai tout à l'heure parce que je pense qu'en réalité ils ne le sont pas, eh bien face à cela, comment expliquer que nous ne soyons ni surpris ni révoltés? C'est ça qui m'intéresse, c'est comment est-ce que nous pouvons discuter tranquillement du fait que des récits d'anticipation quand même assez cauchemardesques, ou ces cauchemars du futur, comme tu disais Yannick, eh bien, nous les acceptions finalement comme des formes de réalité. Mais je pense que ce qui m'a intéressé, c'est, et ce qui m'intéresse en général en politique, moi, qui m'intéresse à d'autres phénomènes, surtout sur la question de leadership, c'est comment est-ce que la politique mélange de plus en plus le réel et la fiction. Comment est-ce que nous sommes traversés nous-mêmes de fiction, mais comment le récit politique a abaissé les frontières entre les réels et la fiction. Tant et si bien que si vous voulez aujourd'hui parler de politique, et que vous vous contentez de lire, je sais pas, les journaux dits sérieux ou de regarder les dépêches de l'AFP, toute une partie du réel politique vous échappe. C'est-à-dire que vous êtes en permanence en train de courir après le réel qui est plus fort, plus fou, plus terrifiant parfois, que ce que les informations auxquelles on a accès. Si on ne rentre pas par la fiction déjà, et si on ne commence pas à regarder ces films, si on ne lit pas de littérature, si on ne regarde pas de séries, eh bien c'est très difficile, me semble-t-il aujourd'hui, de décrypter ce qu'on appelle le réel en politique. Alors, je disais, qu'est-ce qui fait que nous avons pu ne pas être surpris ni révoltés par ce qui nous arrive? Il me semble que c'est que d'abord nous vivons une crise de l'idée de réalité. On vit dans une déréalisation du réel. Parce que le réel, d'abord, ce qu'on appelle le réel, est devenu inintelligible. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en mesure de comprendre véritablement ce qui nous arrive. Je dis nous, ni vous, ni moi. Aucune personne ne peut comprendre la complexité des processus technologiques, écologiques, politiques, de politique publique, même des choses très simples, sont devenues beaucoup trop complexes par rapport à il y a un demi-siècle. Si vous parlez à un décideur public aujourd'hui, un décideur public qui a exercé des responsabilités il y a 30 ou 40 ans, comme ça a pu m'arriver à différentes reprises, il vous dit toujours « Qu'est-ce que je plains les décideurs politiques d'aujourd'hui ?» Les gens qui ont aujourd'hui 60, 70 ans. Parce qu'ils vous disent « Mais moi j'ai l'impression que quand je faisais de la politique, quand je prenais des décisions, je pouvais encore appréhender des logiques du réel. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a donc une crise du réel, c'est-à-dire le réel nous est devenu inintelligible. Et à ce titre-là, c'est pas étonnant que nous vivions dans une époque où il y a des fake news, des déréalisations, des remises en cause de la science, parce que non seulement il est devenu inintelligible, mais en plus il est contesté. C'est-à-dire ceux qui faisaient des milestones, des structures de ce qui semblait être notre réel, nous semblent disparaître entre nos doigts. On a le sentiment que finalement tout ce qui faisait sens, encore une fois, je commence par la science par exemple, était quelque chose qu'on pouvait prendre au sérieux. Aujourd'hui, il y a une contestation, on le voit évidemment dans la crise pandémique, de ce qui seraient les fondements de la science ou ses manifestations. Et donc cette crise du réel, je pense qu'elle permet déjà de se dire, mais si nous ne sommes pas sûrs du réel, alors le réel que nous vivons est-il vraiment le réel? Et ça déjà, je vais peut-être m'arrêter là, parce qu'après, sinon je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je crois que ça c'est un premier élément qui permet de se dire que ces récits d'anticipation peuvent nous terrifier, nous dire qu'ils ressemblent à notre réel, mais comme nous ne savons plus vraiment ce qu'est le réel, eh bien, justement, ça permet des débats sur, encore une fois, est-ce que nous vivons dans un univers de science-fiction ou est-ce que nous vivons le réel? Ça semble un petit peu... En fait, ce que tu viens de me dire me rappelle, et j'en ai pensé aussi quand on allait au musée à parler, que Jean Baudrillard a une fois dit que si Disney existe, c'est pour rendre Los Angeles réel.
Donc, je crois que voilà. Sylvie, donc j'ai vu que l'un des axes de votre recherche, c'est la représentation des femmes. Et on était juste en train, en parlant de réel, de ne pas réel, on était juste en train de parler de Blade Runner 2049. Et on sait qu'il y a K qui est amoureux de Joy. Or, il y a un moment où un réplicant, qui n'est pas considéré comme un vrai être humain, elle dit à K, « Ah, je vois que tu n'aimes pas les vraies filles. » Et donc, que pensez-vous de cette scène où il y a les deux femmes qui superimposent, donc holographe et corps artificiel, mais réel, et qu'est-ce que signifie cette superposition? Alors, je voudrais déjà, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà dire plusieurs choses. D'une part, je voudrais signaler que je suis non seulement maître de conférences à l'Université catholique de Lyon, mais je participe aussi à un projet de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur les séries et la démocratie qui s'appelle Démosérie. Voilà, enfin ERC Démosérie. Et voilà, enfin bon, ça fait partie des petites obligations. Sinon, aussi, peut-être avant de répondre à votre question, je voulais peut-être réagir au moins à ce qu'a dit Yannick. Oui, et d'ailleurs aussi Vincent. C'est vrai que, bon, avec Blade Runner, on a l'exemple et même le paradigme d'une fiction dystopique. Et voilà, il a été souligné, et parfois c'est même un reproche, que la science-fiction aurait, parce qu'en fait il y a aussi des gens qui disent l'inverse, aurait plutôt tendance à mettre en avant, en évidence plutôt les cauchemars plutôt que les rêves, les rêves des futurs mondes possibles. Et alors, bon, déjà, comme je le disais à l'instant, il y a des gens qui, au contraire, reprochent à la science-fiction de vanter, de présenter la technologie d'une façon trop naïve, trop positive. Hein, donc il y a des discours contradictoires sur ce que dit la science-fiction sur la technologie et le monde futur technologique. Mais si on en reste à l'hypothèse qu'effectivement elle aurait plutôt tendance à dépeindre des futurs cauchemardesques, il y a une raison aussi structurelle à cela, hein, que plusieurs auteurs soulignent et parfois auxquels ils essayent de s'affronter, c'est que quand on raconte des histoires, on a besoin de poser des problèmes. Hein, et donc c'est une facilité narrative, en particulier dans la science-fiction telle qu'elle s'exprime au cinéma ou dans les séries télévisées. C'est une facilité narrative, hein, c'est pas la seule raison, mais ça va être plus facile de raconter des histoires où en gros la technologie a des conséquences négatives parce qu'on a d'emblée du conflit et du coup on a la source d'une histoire puisque les personnages vont avoir à se confronter à cette société qui ne marche pas si bien. Alors que ça va être beaucoup plus difficile de raconter des histoires à l'intérieur de sociétés où globalement ça se passe bien. S'ajoute à cela la difficulté de peindre d'authentiques sociétés utopiques, puisque si finalement on connaissait la recette, plutôt que d'écrire des œuvres de science-fiction, peut-être qu'il faudrait passer à l'action et construire ces futurs-là. Voilà, donc voilà, je pense que c'est important de souligner ce point. Alors maintenant, pour revenir à votre question, alors malheureusement, je n'ai pas vu, j'ai un peu honte de l'avouer, et puis pile poil, vous me posez la question. J'ai pas vu la version la plus récente là, de Blade Runner, donc je vais avoir un petit peu de mal à répondre à votre question. J'ai vu que la séquence voilà, que vous avez mentionnée. Alors après, je peux répondre, disons, de façon plus générale, parce que les figures de robots féminins ou de cyborgs féminins
Oui, d'ailleurs, j'en profite aussi pour souligner, désolé, on ne se connaît pas, que j'ai travaillé sur la représentation des femmes dans la science-fiction, mais ce n'est pas du tout une spécialité comme ça peut l'être pour certaines ou certains collègues qui travaillent vraiment exclusivement là-dessus. Mais donc, en tout cas, la figure de robot ou de cyborg féminin, je rappelle, cyborg, dans la définition communément acceptée, en tout cas en science-fiction, c'est des hybrides, disons, animal-machine, en général humain-machine, mais ça peut être un peu plus large. La question de la femme ou de la figure féminine, elle est historiquement centrale. On la retrouve dans l'Ève future de Villiers, Villiers d'Adam. Ève future. Voilà. Et puis, c'est aussi au centre de la pièce de théâtre qui est considérée comme étant l'œuvre qui aurait donné naissance au mot robot, donc Roar de Karel Čapek. Et c'est aussi un thème qu'on retrouve dans Ghost in the Shell, qui est très largement inspiré de Blade Runner, et en particulier dans le deuxième film de Mamoru Oshii. Voilà, donc, et puis c'est pas par hasard, c'est que, alors tout à l'heure, il y a eu plusieurs des intervenants précédents qui ont comparé réel et fiction. Ou qui ont parlé des usages, que le deepfake, c'était surtout dans la pornographie que c'était utilisé. De la même façon, il y a toute une industrie qui se développe, semble-t-il particulièrement en Asie, où les technologies de robotisation sont utilisés en fait comme un développement ultérieur de poupées, de poupées améliorées qui sont utilisées dans le cadre de relations qui peuvent être sexuelles ou affectives. Voilà, donc effectivement, ce que je peux dire, mais du coup je ne peux pas trop en dire, forcément il y a tout un univers, disons, d'imagination qu'on pourrait peut-être qualifier de machiste, qui... il y a les Stepford Wives, etc. Enfin bon, à nouveau, je ne vais pas non plus monopoliser la parole, mais dans la réalité et dans la fiction, la possibilité d'avoir des poupées plutôt en général féminines, enfin soumises au désir masculin, voilà, c'est quelque chose de récurrent. Mais c'est beaucoup plus compliqué dans Blade Runner, puisque justement, Rachel, ce qui fait son intérêt, c'est d'être un individu autonome. Voilà. Juste une petite note sur Pris. Elle était un peu en poupée, et d'ailleurs, on voit un moment qu'elle est en train de jouer avec une Barbie qui est cassée. En parlant des androïdes qui sont célèbres dans la science-fiction, il y a une œuvre de Philip K. Dick, Simulacre, où le président des États-Unis est une femme. Et en fait, c'est vraiment dans la représentation, c'est grâce aux télé, et tout le monde croit que ça doit être réel parce qu'elle est sur les télévisions. En fait, elle est un androïde. Et donc, les questions là, c'est que la découverte de cette supercherie ouvre la possibilité de révolte. Et donc, est-ce que le côté dystopique de la science-fiction peut aussi servir de donner un scénario, justement, de révolte, de révolution, comme on voit, par exemple, dans Blade Runner 2049 et peut-être dans le Blade Runner avec Roy Batty. Oui, c'est une manière de figurer des formes de résistance, de contestation dans ces œuvres. Après, il faut prendre garde à la manière dont ces formes de résistance sont mises en scène et quel type de résistance est mise en scène. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt une forme de résistance collective. C'est un groupe d'individus qui avait une vocation d'esclaves qui se révoltent. Mais ce qui est frappant dans la science-fiction récente, c'est que la forme de mise en scène de la révolte qui est plutôt prévalente, c'est plutôt une révolte individuelle. C'est celle qu'on trouve dans Hunger Games, dans ces fictions à destination des adolescentes. Et dans les dystopies récentes, il y a plutôt une forme de désagrégation des solidarités collectives. Les mobilisations, on les voit très peu, quoi. Enfin, on les voit surtout sur
voilà, Juste, Yannick, pourquoi tu dis que dans Hunger Games, c'est une révolte individuelle ? Parce que c'est plutôt la figure de l'héroïne qui, par ses vertus, va renverser le régime en place. Mais les formes de mobilisation vraiment collectives, moi j'en vois de moins en moins, quoi. Enfin, et de fait, il n'y a pas de syndicat dans la plupart des productions de science-fiction récentes. Voilà, et ce qui est mis en avant, c'est plus, voilà, si on prend Matrix, si on prend toute la litanie des productions de ce type, c'est plus une personne avec des vertus quasiment extraordinaires qui réussit, voilà, au fil du récit, à inverser. Oui, mais à nouveau, est-ce que c'est pas un biais historique que tu exprimes là ? Parce que est-ce que tu aurais des exemples de fiction passée qui mettraient plus l'accent sur le collectif ? Et est-ce que c'est pas dû en fait aux contraintes formelles, en fait, ou en tout cas au genre auquel s'apparentent que ce soit les fictions littéraires ou cinématographiques, qui est sur le modèle du roman d'éducation avec un personnage qui est mis en avant et qui va éventuellement, comme à mon sens dans Hunger Games, entraîner et être porté par un groupe. Il y a cet aspect-là, et c'est pour ça que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le titre de l'inconscient politique. Enfin, ce qui s'exprime aussi dans ces œuvres, c'est pour le coup le refoulé, enfin, ce qui n'apparaît pas. Donc, ce que tu disais, effectivement, mériterait, et d'ailleurs Jameson y incite, c'est se remettre dans une perspective historique longue. Alors, je n'ai pas fait ce travail, hein, pour être franc, c'est pas mon angle de recherche principal, mais je suis quand même assez frappé de ne pas voir, alors que la période y prêterait, de mise en scène, de mobilisation collective, mais pour des raisons narratives. Hein. Tu as raison, c'est pour partie pour des raisons narratives. Il est plus simple de mettre en scène un héros qui doit affronter un système oppressant que de mettre en scène des formes de construction d'une solidarité collective. Un des seuls exemples récents que je vois au cinéma, c'est Wonderful Days, qui est un animé coréen, où pour le coup, là, on voit se mettre en branle une forme de solidarité collective pour lutter contre... alors, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vu Wonderful Days, qui est en fait l'histoire d'une ville qui, pour avoir des conditions écologiques acceptables, en fait, vit de la pollution extérieure. C'est-à-dire que l'intérieur est préservé, mais la source d'énergie, en fait, c'est la pollution qui est extérieure. Et donc, c'est la population qui est à l'extérieur du dôme qui va se révolter pour renverser ce régime qui, pour le coup, les oppresse. Et c'est un des seuls exemples récents qui me viennent à l'esprit. Voilà. Mais après, on peut faire un débat entre nous sur voilà, un débat de spécialistes sur les... Je vais peut-être laisser Vincent réagir aussi. Non, moi, c'est pas tant. Ce qui m'intéresse, c'est presque l'effet d'aller-retour. C'est la question que tu poses, c'est dans quelle mesure il peut y avoir des formes de résistance politique ou dans la science-fiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment la science-fiction crée des narrations qu'on retrouve dans le réel. Alors moi, ce qui me frappe vraiment énormément, c'est de la manière dont ceux qu'on appelle, moi j'aime pas trop le terme, les complotistes, mais qui sont ces gens qui remettent en cause les vérités supposément incontestables, qui sont celles des grands médias, qui sont souvent des gens qui sont très, on va dire, sceptiques vis-à-vis des vaccins en ce moment. Voilà, toute cette espèce de courant-là, dont le mot d'ordre, ce qui m'a toujours frappé, c'est « réveillez-vous ». Vous avez vu ça, d'ailleurs même Marine Le Pen l'a reprise, c'est à réveillez-vous. L'idée qu'il y aurait un vrai réel et que nous serions tous comme les gens de Matrix, évidemment enfermés dans des cocons. Ça, ce qui me frappe, c'est comment, presque il y aura un travail à faire là-dessus, moi j'adorerais lire quelque chose là-dessus, si quelqu'un a envie de le faire, c'est comment est-ce que ces gens sont très souvent nourris justement par un imaginaire de science-fiction. Très souvent, ils se renvoient soit, alors on se rappelle les Gilets jaunes, c'était plutôt 300, c'est-à-dire sur 3, etc., cet imaginaire-là avec les cris, etc., qui viennent de grosses productions américaines. Vraiment, chez les gens qui sont sceptiques vis-à-vis de la science, des vaccins, l'imaginaire des chacals, vous savez, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Tom Cruise qui joue le rôle d'un patrouilleur de l'espace dans une planète, je ne me rappelle plus ce nom, dans une planète Oblivion. Oblivion, c'est ça. Et dans Oblivion, il y a ces gens qui sont les chacals, qui sont censés être des personnages absolument épouvantables, mais qui sont en fait les derniers êtres humains, ceux qui ont refusé de croire que la planète était condamnée, qu'il fallait quitter la planète Terre pour une autre planète, et qui, eux, essayent de résister. Et cette idée d'esprit de résistance,
existence, on voit qu'il est très fortement nourri aujourd'hui, en France, pas dans un imaginaire ou pas dans une planète lointaine, en France aujourd'hui, nourri par la science-fiction. Ça, je trouve ça intéressant. Presque qu'il y aura un travail à faire sur le fait de demander aux gens qui remettent en cause ce réel qu'est-ce qui nourrit leur imaginaire. Mais en tout cas, moi, je vois en permanence dans les interviews de ces gens, ou sur le fait qu'on voit sur les réseaux sociaux leurs références, qu'il y a énormément de références à la science-fiction. Donc, c'est pas seulement la façon dont il y aurait un inconscient politique de la science-fiction qui se traduit dans les œuvres de science-fiction, c'est comment surtout ça transparaît aujourd'hui sur le réel. Parce que, autant, il y a une dimension très importante, je crois, qui fait que là, on aurait un dialogue avec Yannick sur cette question où je ne suis pas totalement d'accord avec ce que tu dis dans Cyberpunk Not Dead, c'est-à-dire l'idée que nous vivrions en réalité tous ces récits d'anticipation aujourd'hui dans le réel. Moi, je pense que c'est une extrapolation en réalité. Je ne pense pas qu'on ne vit pas dans l'univers de Blade Runner 2049. Enfin, alors on va dire, on n'est pas encore en 2049, donc on verra dans... On verra dans 25 ans, mais de la même manière qu'on ne vit pas dans l'univers prédit par Terminator dans les années 90 sur ce que serait, je crois, je ne me rappelle plus quelle était l'année qui était prévue, mais enfin, on ne vit pas dans cet univers-là. De la même manière qu'on peut tout à fait être extrêmement inquiet du fait que nous soyons surveillés, comme le disaient les récits d'anticipation, sur le fait qu'il y a des râpes de données, sur le fait qu'il y a des projections, des formes d'humanité cyborg qui sont en train de naître. Ça ne veut pas pour autant dire que nous vivons dans les cauchemars imaginés il y a une quarantaine d'années. Donc, ce que je trouve très intéressant, en revanche, c'est comment ces cauchemars ont des conséquences dans le réel, c'est-à-dire avec des gens qui essayent de résister à ce qu'ils pensent être les cauchemars qui sont en train de nous arriver, qui sont eux des sources de mobilisation collective. C'est-à-dire des gens qui disent « nous ne voulons pas vivre ce que Blade Runner 2049 nous propose, donc nous nous organisons aujourd'hui pour empêcher cela ». Et d'une certaine manière, toutes les fictions de science-fiction qui imaginent l'effondrement des écosystèmes, eh bien, je suis absolument convaincu qu'ils ont un impact sur les jeunes générations, ou les moins jeunes générations, qui se mobilisent aujourd'hui pour défendre le climat. Ce n'est pas seulement sur des causes négatives. Tout à l'heure, je ne voudrais pas donner le sentiment qu'on est omnubilé uniquement par les gens qui sont des antivax. Non, c'est aussi des sources positives d'engagement. Et ça, je trouve ça intéressant. Alors, si je peux rebondir, oui. Donc oui, effectivement, moi, c'est une question que je me posais récemment, et c'est une question très classique de la responsabilité des auteurs de fiction. Est-ce qu'il faut s'arrêter, alors que c'est effectivement un domaine quand même très important et ludique de la science-fiction et des littératures de l'imaginaire, les histoires de complot. Donc, est-ce que les auteurs de fiction que moi j'appelle de monde délusif, donc il y a Matrix qui était cité, il y a Dark City que citait en début d'après-midi Gilles Menegaldo, The Truman Show, etc. Donc toutes ces histoires où les populations, ou dans Truman Show c'est une personne, vivent dans un environnement qui est en fait une vaste tromperie. Voilà, donc ça fait des super histoires, mais qui effectivement semblent nourrir des thèses complotistes. Donc voilà, il y a des gens qui sont spécialistes du complotisme, j'en connais. Je ne connais pas assez le sujet pour savoir s'il y a un travail vraiment approfondi de mise en lien entre fiction, disons, de teinture complotiste et complotisme. Est-ce qu'il y a une influence? Est-ce qu'il y a une responsabilité? Est-ce que les auteurs, la réponse n'est pas nécessairement positive, doivent assumer cette responsabilité? Voilà, alors ça c'est un premier point. Après, je voudrais faire de la publicité pour une de mes amies et collègues qui s'appelle Anne Besson et qui a sorti cette année un livre qui s'appelle Les pouvoirs de l'enchantement et qui est sous-titré, je l'ai avec moi, j'aurais dû l'amener pour vous le montrer, qui est sous-titré la politique dans la science-fiction et la fantasy. Enfin, voilà, où elle traite vraiment du sujet qui nous occupe pour cette table ronde. Et notamment, elle explique effectivement ce dont je n'avais pas véritablement conscience avant de la lire. En fait, l'impact
très important et en fait assez étonnant que les fictions, et en particulier les fictions d'évasion, enfin notamment les fictions de fantasy, ont sur le plan politique. Et elle cite en particulier, c'est un peu l'exemple le majeur, une association qui s'est montée, alors du coup j'ai oublié le nom, mais qui est autour d'Harry Potter, donc tout un tas de gens qui donc sont de la génération Harry Potter et qui se sont montés en ligue pour défendre un certain nombre de valeurs, et qui utilisent les valeurs défendues, enfin qui se rassemblent et utilisent les valeurs défendues dans Humaniste, essentiellement dans Harry Potter, pour avoir une action sur le monde. Donc c'est pas seulement dans le sens, disons, peut-être un peu négatif, voilà, des complotistes ou des gens qui se méfient Enfin bon, après, on va essayer de rester neutre, mais disons que voilà, il y a toutes sortes de valeurs, voilà, qui sont tirées de la science-fiction pour essayer de développer des projets, si ce n'est encore politiques, en tout cas militants. Et si on non seulement dans le fantasy, mais j'avais évoqué tout à l'heure le fait que dans les années 80-90, le cyberpunk était aussi vu comme libératrice. À cette époque-là, il y avait toujours l'idée qu'on avait une identité relativement fixe, on était dans une pensée assez binaire, et donc il y avait beaucoup de gens qui ont travaillé pour lutter contre cette idée du sujet, de l'identité, etc. Et donc on avait non seulement de la fiction, mais aussi les exemples de non-fiction, comme le manifeste de cyborg très célèbre de Donna Haraway, où elle prenait le cyborg comme une fiction politique pour essayer de trouver un moyen de reconstruire l'identité de façon non binaire. Et donc, Yannick, le titre de ton livre est Cyberpunk is not dead. Et donc, est-ce que pour toi, ce côté libératrice de cyberpunk est toujours vivant, ou est-ce que cyberpunk est juste devenu un style? Alors, il y a les deux, et mon collègue me suggérait de préciser effectivement ce qu'on entend par cyberpunk, parce que peut-être que l'assistance n'est pas familière avec ce genre ou ce sous-genre. Donc en fait, c'est un sous-genre de la science-fiction qui naît dans le début des années 80 et postérieurement à Blade Runner. Et donc il est notamment lié à un auteur qui s'appelle William Gibson, qui sort en 1984 un ouvrage fameux qui s'appelle Neuromancien. Et William Gibson était allé voir le Blade Runner original, et il en était sorti un petit peu catastrophé parce qu'il avait l'impression de voir à l'écran ce qu'il était en train d'essayer d'écrire lui-même. Donc il a été plutôt perturbé. Et cyberpunk, en fait, c'est une étiquette qui vient postérieurement à Blade Runner et qui a été remise a posteriori sur Blade Runner, parce qu'en fait les esthétiques sont similaires. Donc si on voulait définir très simplement ce que c'est que le cyberpunk, c'est high-tech, low-life. Donc c'est en quelque sorte le progrès technique qui se serait poursuivi, mais avec une complète disjonction par rapport au progrès social. Et le tout sur fond de néo-féodalisme économique, puisque ce sont les multinationales, les méga-corporations qui tiennent la collectivité. Voilà, les structures publiques, la puissance publique a disparu. Et la nature ayant horreur du vide, qu'est-ce qui prend la place? C'est essentiellement des multinationales et des mafias, et dont on s'aperçoit qu'elles ont des fonctionnements, ces entités, assez proches, assez souvent. Donc l'étiquette arrive en 84. En fait, c'est une étiquette que les auteurs n'ont pas choisie. Cyberpunk, en fait, c'est le titre d'une nouvelle d'un monsieur qui s'appelait Bruce Bethke, qui ne serait sans doute pas passé à la postérité si, en fait, le titre de la nouvelle n'avait été repris par un journaliste qui s'appelle Gardner Dozois, qui est un critique et journaliste, qui donc s'en est servi pour qualifier ce qui lui paraissait être une école relativement nouvelle à l'époque. En fait, quand on regarde de près, c'est pas forcément des auteurs qui ont grand-chose à voir ensemble, mais enfin, en tout cas pour ce journaliste, c'était en tout cas une forme de renouvellement de la science-fiction, parce qu'en fait, donc il y a toute une période de la science-fiction qui était très prométhéenne, très orientée vers le progrès technique et la mise en scène voilà, c'était tous les space opéras fabuleux qu'on les voit dans les années 50-60. Et ce que font les auteurs cyberpunk, c'est de dire on revient sur Terre et on revient dans le concret, et le concret le moins riant. Donc, et en mettant en scène pour le coup toutes ces techniques dans un versant qui est moins clinquant et qui est plus ambigu, où effectivement les techniques pénètrent les corps,
mais sur tous les aspects. Hein. C'est la drogue, c'est les fiches dans la nuque, et d'ailleurs Matrix, l'image de la fiche dans la nuque, c'est que c'est clairement emprunté à un neuromancien de William Gibson. Et, voilà, et le titre Matrix lui-même, The Matrix, vient également de neuromancien, parce que la matrice, c'est la manière de qualifier le cyberespace tel qu'il est présent dans Neuromancien. Et effectivement, l'intérêt de ces auteurs, c'est de ne pas produire une vision monolithique de la technique. C'est-à-dire qu'effectivement, la technique est l'inversion aliénant, voilà, c'est une forme de domination, mais ce qu'ils mettent aussi en scène, c'est des formes de puissance d'agir, d'interstice qui restent. Et typiquement, par exemple, c'est la figure du hacker, du pirate, qui va pénétrer le cyberespace pour pirater les stocks de données, puisque les stocks de données sont essentiellement en cyberespace. Mais c'est aussi le détournement des prothèses. On parlait de la figure du cyborg. La prothèse, dans le cyberpunk, c'est pas une prothèse qui est propre. C'est une prothèse qui peut être dégueulasse, qui peut être récupérée dans des surplus russes, voilà, et reconfigurée. C'est une prothèse aussi qui peut servir d'arme, puisque l'héroïne, qui est la protagoniste, qui sert de comparse à Case, le héros neuromancien, c'est en fait une fille qui était auparavant prostituée, qui a remplacé ses yeux par des prothèses oculaires. Ses mains ne sont plus des mains, mais des griffes rétractables. Voilà. Et c'est typiquement la figure du mercenaire, mais qui a réussi à reprendre la technique à la fois pour survivre dans une société qui est très dure, mais aussi pour faire sa forme de résistance et de contestation. Il y a un autre épisode aussi très intéressant dans le 3e tome, en quelque sorte, de la trilogie de Gibson. Donc le roman s'appelle Mona Lisa s'éclate, et on voit un moment mis en scène une espèce de petite communauté, surtout un individu en fait qui vit dans une espèce de squat et qui récupère des bribes de machines pour en faire des robots. Alors c'est essentiellement à vocation distractive et ludique, sauf qu'à un moment du récit, il va se servir de ces robots pour résister à l'attaque que subit son squat. Et c'est pour le coup une illustration d'une phrase que reprend Gibson assez souvent, qui est « la rue trouve son propre usage aux choses ». Et on le voit très fréquemment dans Cyberpunk. On le voit par exemple dans les romans de George Alec Effinger, où les drogues peuvent certes être produites par des multinationales pour des vocations médicales ou autres, mais ensuite être récupérées par la population pour des usages qui n'ont absolument pas été prévus par la suite. Et Gibson, d'ailleurs, dans ses commentaires, prend l'exemple du pager, qui a eu un parcours très intéressant, hein, qui était plutôt pour communiquer au départ, mais en fait, une des grandes utilisations qu'a eu le pager, c'était pour le trafic de drogue aux États-Unis. Parce que c'était une manière de court-circuiter la communication qui pouvait être écoutée par les services de police. Et donc le pager, en fait, a eu un succès fou comme instrument dans les mains des dealers pour gérer leur trafic de drogue. Mais est-ce que c'est pas justement le principe de la mainstream culture qui a repris tous les éléments de la contre-culture, dont la science-fiction fait partie dans les années 80, justement pour l'adapter à un réel par une espèce d'hybridation, quoi. On vit dans une espèce du monde d'hybridation culturelle dans lequel les objets tels qu'ils ont été pensés ont un autre usage, et que justement c'est peut-être ça qui est, je crois, intéressant sur la façon dont la science-fiction intervient dans notre réalité. C'est ce que tu dis, c'est en gros un pager qui est fait plutôt pour communiquer devient un élément de trafic de drogue, et il y a bien sûr plein d'autres exemples. De fait, oui, hein, les auteurs ne produisent pas à partir de rien, donc c'est un imaginaire qui a circulé, qui a été repris, qui a été réinséré, qui a été retravaillé. Donc oui, ce que fait Gibson, et pour le coup, il est enfin, bon, on va employer des grands mots, hein, il est clairement postmoderne, quoi. C'est un bric-à-brac d'un imaginaire qui est préexistant, et il bricole, et il remet en scène, voilà, en réagençant tout ça. Donc oui, tout à fait. Enfin, il part pas de rien, quoi. Il reconstitue, reconstruit, et il s'inscrit. Alors, Cyberpunk est peut-être une étiquette un petit peu décalée, parce que lui est plutôt dans un imaginaire qui serait, peut-être pas hippie, mais il est clairement un produit de la contre-culture des années 60 et 70. Donc punk, oui, a posteriori, parce que dans Cyberpunk, il y a du nihilisme, du do-it-yourself, de la contre-culture, mais la filiation dans laquelle s'inscrit Gibson, c'est l'imaginaire contre-culturel des années 60-70, clairement. Et je crois aussi que ce que tu décris, c'est non seulement la façon d'agir dans les fissures et les marges dans ce on appelle l'empire le capitalisme mondial, mais c'est aussi cette idée de détournement. C'est un politique qu'on associe avec Guy Debord et la Société des spectacles, etc., qui était d'ailleurs dans Vidéodrome. Et je vais donner un autre exemple, Vincent. On avait parlé de, peut-être vous savez
que 2 ans après Blade Runner, Ridley Scott avait dirigé l'un des pubs les plus célèbres dans l'histoire de publicité. C'était pour le premier Macintosh qui est montré lors du Super Bowl de 1984, la même année que Neuromancien est sorti. Et donc ça nous rappelle qu'à cette époque-là, les ordinateurs n'étaient pas très performants, les personnels. Mais ce qui est intéressant dans cette pub, c'était ce que j'ai dit, c'est que cette époque-là, les technologies étaient vues comme libératrices. Or, aujourd'hui, on pense plutôt à Cambridge Analytica et des choses comme ça. Donc, où on était? C'est ça. Est-ce que ce rêve est toujours là ou non? Oui, puis l'aspect absolument marquant dans la pub, c'est qu'en plus, Ridley Scott reprend l'imaginaire d'Orwell de 1984, quoi, pour une entreprise qui allait devenir une des GAFAM. Voilà, et la pub qui se resserre de Orwell dans une espèce de contre-pied symbolique, c'est absolument fascinant, quoi. C'est fascinant. Je crois que là-dessus, peut-être un mot, pardon Sylvie, après je te passe la parole, c'est qu'il faut revenir à ce qu'a représenté Apple dans la pensée de la Silicon Valley et de la contre-culture des années 60. Parce qu'on pense toujours à la contre-culture comme les hippies. Voilà, la publicité, ça vaut le coup vraiment de la regarder, elle est absolument extraordinaire. Est-ce qu'on peut avoir carrément le son même, vous pensez ou pas? Ah bon, c'est pas grave, c'est bien même sans le son. C'est quand même superbe d'avoir les images. Ouais, c'est super d'avoir les images. Merci beaucoup. Donc cette publicité donc pour Apple où on voit des gens au cerveau lobotomisé, d'ailleurs qui rappelle un peu l'esthétique du film The Wall, hein, où on voit des gens qui sont une sorte de lobotomie et ils vont être libérés par la jeune femme qui porte ce marteau. Voilà, on va regarder après. C'est quand même une pub assez marrante. Voilà, l'imaginaire orwellien. Et justement, il y a un nouveau... en 1984, voilà, il faut que 1989 ne soit pas comme 1984. Donc, voilà. Publicité absolument géniale à l'époque. Mais donc, pour revenir à ce qu'on disait sur la contre-culture, c'est qu'on oublie une dimension, c'est qu'il y a 2 branches de la contre-culture à la fin des années 70, à la fin des années 60, pardon, aux États-Unis, dans la Silicon Valley. Il y a une branche qui est très clairement... qui sont ce nous on a retenu en Europe, des hippies, etc. Mais il y a une autre branche qui va penser la question de l'autogestion. Son obsession, c'est il ne faut pas dépendre du gouvernement qui lui est répressif, qui lui nous empêche d'être ce que nous sommes, etc. Et nous devons créer des communautés. Et ces communautés doivent être des communautés qui nous permettront d'être parfaitement libres, parce qu'on ne dépendra de personne. C'est la naissance de ce qu'on appelle le mouvement libertarien aux États-Unis. Et ce libertarianisme, il va rencontrer, et ça c'est très intéressant, des besoins technologiques liés à l'activité militaire. C'est-à-dire une partie de cette communauté libertarienne, eh bien, elle va commencer à travailler avec l'armée. Et elle va travailler sur ces fameuses chips. Les chips, c'est vraiment l'origine de tous les ordinateurs. Hein. Et ils vont développer, des gens comme les créateurs d'Apple et de Mac, du Mac en général, dont le nom m'échappe évidemment, hein, le fondateur d'Apple, ok. C'est Steve Jobs, pardon, excusez-moi. Et ils vont commencer à développer à plusieurs, en fait, une série de logiciels financés en partie par l'armée américaine, mais dans leur but de créer des technologies qui vont libérer les êtres humains du contrôle du gouvernement, justement pour que 1984 ne ressemble pas à 1984 d'Orwell, qui était lui-même une dystopie qui était antitotalitaire, qui faisait référence directement à l'Union soviétique. Donc la grande peur de l'époque, c'est ça. Ce qui est absolument génial, évidemment, c'est qu'ils ont créé tout ce que les univers de science-fiction avaient, eux, craint, c'est-à-dire des empires de corporations dont ils pensaient, eux, qu'ils étaient bien meilleurs que les fantasmes totalitaires, enfin les risques totalitaires qu'ils voyaient dans le réel. D'une certaine manière, c'était une réaction au réel que eux voyaient dans les années 60, c'est-à-dire la guerre froide, l'Union soviétique, ce qui était vécu comme un cauchemar, et y compris une critique de leur propre société, c'est-à-dire un gouvernement qui envoyait des jeunes se faire tuer au Vietnam pour une raison idéologique qui, pour eux, n'avait aucun sens. Donc la réaction de tous ces gens qui créent Apple et qui vont créer les GAFA, c'est justement d'échapper à cette réalité sans voir qu'ils sont en train de créer une réalité
encore pire d'une certaine manière. Et c'est d'ailleurs assez frappant, j'en discutais avec un auteur qui est professeur à l'université Stanford et qui avait écrit ce livre qui s'appelle « Les origines de la contre-culture », dont tu vas me rappeler le titre, le nom de... Fred Turner, évidemment. Décidément, je suis vraiment tout à fait fâché avec le nom de famille, je m'en excuse. Et j'en discutais avec Fred Turner à Stanford, qui disait que lui, ça l'avait complètement frappé de voir que Apple était devenu le pire, y compris dans la Silicon Valley, est considéré comme les pires salauds, en fait. On les appelle les Darth Vader of GAFA. Hein, c'est vraiment ces Jedi qui ont été finalement totalement corrompus jusqu'à devenir le pire de ce qu'ils avaient imaginé. Exactement. Voilà. Oui, alors c'est bien parce que donc effectivement, il faut remettre en contexte. En 1984, Apple n'était pas l'entreprise absolument dominante qu'elle est aujourd'hui, et c'était le petit pousset. C'était effectivement, moi en plus j'ai eu un Macintosh. C'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mes parents. Mais j'ai vécu, en fait, même si c'était en France, ces débats sur la valeur politique, en fait, des choix technologiques. Et à l'époque, Apple incarnait effectivement une contre-culture, une forme de résistance. Et on peut même faire crédit à Steve Jobs et à ses collègues d'y avoir adhéré, mais ça pose après une question, disons, d'ordre politique plus général, qui est que même quand on a de bonnes intentions au départ, dès lors qu'on devient surpuissant, comment on peut réussir à gérer cette surpuissance d'une façon qui soit acceptable sur le plan éthique, puisqu'une bonne politique, elle est aussi liée à une éthique. Alors voilà, après je ne saurais répondre. Il se trouve que j'ai un ami qui travaille chez Apple et qui est assez haut placé et qui m'explique qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire en sorte que... Mais voilà, après... il y a un certain nombre de faits, notamment les conditions de travail de certains employés, etc., qui posent question. Après, peut-être... Alors, Ariel Kirou, qui nous a soufflé un certain nombre de choses, est un grand spécialiste de ces sujets, et il pourrait... De toute façon, c'est le grand témoin de ce week-end, donc il pourra revenir sur ces sujets. Je pense qu'à un moment, il pourra parler. Mais pour revenir peut-être à votre question initiale autour qui date un peu maintenant, mais de Donna Haraway et de son Cyborg Manifesto. En fait, alors c'est donc un texte qui paraît dans les années 80 et qui est, sur lequel là pour le coup j'ai beaucoup travaillé et qui est très complexe à saisir. Parce qu'il est écrit il y a dans un style philosophique qui est un petit peu hermétique, et elle se fait elle-même dans le texte l'apôtre de ce qu'elle appelle l'hétéroglossie. Et donc, moi, ce que je comprends comme le fait de ne pas nécessairement être ennemi de certains malentendus. Donc, à mon sens, il y a beaucoup d'interprétations de ce texte de Donna Haraway qui sont en fait des malentendus, et d'ailleurs d'une certaine manière elle-même qui n'imaginait pas la portée qu'a eu en fait ce texte paru dans une revue assez confidentielle au départ. Elle s'est un petit peu détachée en fait d'un certain nombre d'interprétations qu'il y a eu de ce texte, mais qui, à mon avis, était en fait incorporé comme possible. Alors, on discutait tout à l'heure avec certains intervenants au sujet de Philippe Cadic, qui est notre ange tutélaire pour ce week-end, sur la question de savoir si il faut s'attacher à une bonne interprétation de Dick, ou est-ce que c'est pas être plus fidèle à Dick que de l'interpréter à sa manière ou de mal l'interpréter, puisque lui-même, c'est ce qu'il raconte dans ses histoires, nous explique qu'il n'y a pas, il y a peut-être pas qu'un seul univers, qu'il y en a probablement d'autres, et voilà, et que la part d'interprétation subjective peut être centrale, et d'une certaine façon, ça s'applique aussi peut-être à Donna Haraway.
Mais voilà, donc il y a un certain nombre de malentendus féconds qui en sont tirés et qui ont notamment abouti à certaines branches d'un courant qu'on appelle le cyberféminisme et disons qu'il y a une première source de malentendu, et même peut-être à la racine du malentendu, c'est qu'en fait, Donna Haraway, dans ce texte, elle utilise le mot cyborg, mais en fait, elle fait référence à des textes de science-fiction, mais en fait, elle fait référence au mot cyborg tel qu'il a été créé en 1960 par deux scientifiques, Klein et Klein, qui n'est pas en fait le sens qui a ensuite été retenu et qui est maintenant le sens courant. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit tout au début, aujourd'hui on entend cyborg ou cyborg comme l'hybridité homme-machine. Mais en fait, et c'est une figure dominante de la science-fiction. Mais quand Donna Haraway utilise le mot cyborg et fait référence à des textes de science-fiction, en fait, les textes de science-fiction dont elle parle ne sont pas des textes qui mettent en scène des cyborgs. Et son cyborg, elle revient en fait au sens étymologique du terme, donc pas l'hybride homme-machine, mais l'organisme cybernétique, c'est-à-dire un organisme où on s'approprierait les flux d'informations qui sont à la fois des flux entre être vivant et être machine, et que ce n'est pas totalement détaché de cette distinction, mais cette idée d'hybridité homme-machine est, si ce n'est absente, en tout cas loin d'être centrale. Alors après, moi, mon interprétation de Donna Haraway, que j'ai vue confirmée lors d'un colloque par Bruno Latour, qui connaît Donna Haraway personnellement et qui est venu faire un petit peu son exégèse, et ça confirmait un petit peu ce que j'avais compris. Ce qui est central chez Donna Haraway, elle ne nous dit pas, même si après tout, donc pour moi ça fait partie des malentendus féconds, pourquoi pas dire que les femmes devraient devenir des cyborgs, puisqu'elle dit à la fin de son texte « I'd rather be a cyborg than a goddess », je préférerais être un cyborg plutôt qu'une déesse. Alors bon, il y aurait des choses à dire là-dessus, mais ça fait déjà un peu trop longtemps que je parle, donc je développe pas. Mais le point central de ce que recommande Donna Haraway et dont un certain nombre de femmes et voilà, plus largement de personnes se sont saisies, c'est de dire que la technologie est un pouvoir. Et donc là, on revient aussi aux questions qu'on abordait avec Apple notamment. La technologie, c'est un moyen d'agir sur le monde. Et il y a des... Et pendant longtemps, et jusqu'à encore aujourd'hui, en fait, même si historiquement c'est plus compliqué, la technologie, c'est la chose des hommes. Les femmes sont censées moins s'intéresser à la technologie, moins se sentir à l'aise, et c'est censé être davantage un objet d'intérêt pour les hommes. Et l'une des choses qu'elle dit, c'est, et qui s'applique aux femmes, mais plus largement, il ne faut pas laisser les autres nous aliéner par l'usage qu'ils font de la technologie sur nous, et il faut que les femmes, mais de façon plus générale les dominées, prennent conscience du fait que la technologie est un pouvoir et que on s'imagine peut-être qu'on n'en a pas le goût parce qu'on est récepteur de représentations idéologiques au sens de Marx, qui organise par les imaginaires la répartition des activités et donc des pouvoirs. Et donc elle dit, elle publie cet article dans une revue qui s'appelle The Socialist Review. Donc la référence à Marx n'est pas du tout, infidèle à son propos. Il faut s'emparer, il faut prendre le goût de ces technologies, il faut s'en emparer, il faut savoir les utiliser pour ne pas être aliéné dans le monde à venir. Et et donc c'est une leçon que l'on peut voir sans doute dans un certain nombre de fictions et qui doit sans doute encore être
être mises en œuvre par les populations. Merci beaucoup. On va malheureusement être obligé de clôturer cette table ronde. Je voudrais juste faire un lien entre ce que tu avais dit avec les cybernautes, les cyborgs au début. C'était l'idée de créer les hommes qui peuvent opérer dans l'espace. Et en fait, c'est ce qui se passe dans le Nécromancien, où l'espace est un cyberspace. Donc c'était ça. Est-ce que rêver le futur, est-ce qu'il est nécessairement un cauchemar, ou est-ce que ça peut aussi libérer les espaces d'imaginer le monde autrement, peut-être de révolter ou au moins de fuir. Mais voilà, c'est une question sur laquelle on peut parler pendant très longtemps. Donc, je vous remercie tous les trois d'être ici et je vous remercie le public aussi.